impossible de refaire sa vie après l'enfer subi en Libye. Des migrants ivoiriens tentent de remonter la pente. Enfin, 24 janvier 1924, ouverture des tout premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix, en France. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ils étaient en quête d'une vie meilleure, mais ils ont vite déchanté. Esclavage, maltraitance et viols subis en Libye. Ils ont finalement pu sortir de ce cauchemar. En 2017, plus de 1000 migrants ivoiriens ont été secourus et ont pu regagner leur pays. Que deviennent-ils? Ont-ils bénéficié de programmes de réinsertion? On en parle avec Nou Sangaré et Thomas Guessambi. C'est dans ce quartier de Plaque 1, commune d'Abobo, district d'Abidjan, qu'Eouman, candidat malheureux à l'aventure, menait son activité de cordonnerie avant son départ pour la Libye à la recherche de mieux-être. Il fait les baladeuses et puis souvent il gagne quelques clients de souliers, il fait chaussures de femmes aussi, il fait. Puis il fait les sacs à main, pagne, chaussures avec pagne, il fait beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai économisé mon argent petit à petit et puis j'ai pris la route. C'est mon oncle qui m'a dit de prendre la route. Il m'a dit de lui donner les 900 000 que lui va sur le trajet, lui il encore va sur le trajet jusqu'à moi je vais arriver en Europe. Le cas d'Eouman n'est pas isolé. Parti à la recherche d'un Eldorado sur la route de tous les dangers, le désert et la mer. Ils sont de plus en plus nombreux à emprunter ce chemin. En 2015, Yacouba, marié et père de 3 enfants, nourrit l'idée d'aller à l'aventure par la voie légale à la recherche d'un paradis. Mais après s'être vu refuser le visa à 2 reprises, il décide d'emprunter le chemin de la Méditerranée avec tous ses dangers. Quand tu es l'aîné d'une nombreuse famille où il y a plusieurs charges qui tournent autour de toi, c'est difficile, le peu que tu gagnes ne peut pas cumuler, ne peut pas gérer certaines situations. Donc de temps à autre, on essaie de se projeter un peu dans le futur, se dire que ça va nous porter bonheur, ça va nous porter un bien meilleur en tout cas. Mais vraiment, c'est pas facile. J'ai constaté ma femme, chose qu'elle ne voulait pas. Je lui ai dit on allait vendre la maison, puis c'est un bien commun, elle et moi. Mais quand on a vendu la maison, j'ai laissé l'argent avec elle, puis je suis parti. Ces 2 jeunes qui pensaient arriver en Europe et faire fortune pour sortir leurs différentes familles de la pauvreté voient leurs rêves se transformer en un cauchemar. On nous a pris autour de 60 à 70 personnes dans la benne, à l'arrière de la benne. Autour de 2h, autour de 3h, 4h du matin. On nous débarque sur une plage où il n'y a personne pour pouvoir s'occuper de nous. Déjà, on était venu nous livrer à des bandits. Mais ce jour-là, ils ont tiré sur des gens à bout portant. Je suis arrivé à Agadez, les gens sont venus nous ramasser pour aller nous mettre en prison. J'ai appelé mon oncle, ça passe pas, appelé mon oncle, ça passe pas. En partant aussi, il n'est pas dit au revoir à ma maman ni mon papa. Et puis, j'ai appelé maman pour lui dire « Ah, je voulais me sacrifier pour la famille, mais voilà ce qui m'est arrivé. Je suis en prison dans autre pays au Niger. Envoyez-moi l'argent, ils vont me libérer. » Mes parents même m'ont abandonné. Mon papa m'a dit, il ne m'a pas envoyé. Maman aussi, elle pleurait. Mes frères, tout le monde m'a abandonné. Se voir exfiltré du chaos libyen, revenir de l'enfer. Cette image, le jeune Eouman s'en souvient comme si c'était hier. Jamais, plus d'Ivoiriens en Libye, plus d'Ivoiriens en Libye, plus jamais, plus jamais, plus jamais. J'ai remarqué beaucoup de choses dans mon propre quartier parce que tout le monde se disait qu'il a fait échec. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a donné 33 000 francs CFA. Les 33 000, j'ai payé transport pour arriver à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, il n'est pas regardé le visage de quelqu'un. C'est moi-même mon courage que j'ai pris pour partir en Libye. C'est le même courage que j'ai pris pour me retourner. Donc le lendemain matin, j'ai pris mon avis pour payer mes matériels, je suis venu travailler. Quand je suis rentré, c'était pas facile. Parce que d'abord avec la famille, d'abord personnellement, c'est la famille qui doit te remonter un peu le moral. Mais quand tu vois que dans la famille, il y a des gens qui ne tiennent pas compte de la souffrance que tu as vécue, qui ne tiennent pas compte que tu partais là par rapport à eux, tu vois que souvent ça fait mal. Mais après ça maintenant, tu fais face maintenant à tes entourages, où tu travailles, du coup tu viens, tu travailles avant de partir, tu viens, tu commences à chômer. Il y a la maison des gens qu'il faut payer, il y a ta famille à toi qu'il faut commencer à nourrir, il y a tes enfants qui doivent partir à l'école, il y a tes petits frères qui vont à l'école, il y a toutes ces charges que tu avais fui auparavant en partant vers l'Eldorado qui n'a pas marché, qui s'impose encore à toi. Et puis là ça devient encore plus compliqué parce que tu es endetté déjà. J'ai un de mes tontons, un ami à mon père,
qui m'a dit comme ça, comme je suis déjà dans le domaine du gros camion, au lieu de rester en train de me morfondre toujours avec le remords de ce que j'ai perdu, et si je venais travailler en entreprise. Et puis j'ai fait les tests, Dieu merci, ça marchait. Ils m'ont introduit dans le système de travail. Le courage de rentrer et faire face aux moqueries, en bravant tout sentiment de honte et en osant affronter le regard des autres. Bon nombre de jeunes ont emprunté ce chemin de retour. Depuis 2015, c'est au total 2330 migrants ivoiriens, dont 1200 de la Libye, qui sont retournés au pays, selon la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Autre actualité nationale, les grossesses à l'école, un fléau préoccupant. Plus de 4000 cas enregistrés en 2017 dans le pays. Alors comment mettre fin à ce phénomène? L'organisation non gouvernementale Population Service International a initié et présenté récemment un projet soutenu par les Pays-Bas. Les explications de Mamadou Kouassi. En Côte d'Ivoire, selon une étude de la société civile, 11,9% des filles âgées de 15 à 19 ans utilisent les méthodes contraceptives, pendant que le taux de celles âgées de 20 à 24 ans est estimé à 16%. D'où l'accroissement des grossesses indésirées chez les adolescentes et surtout en milieu scolaire. Pour freiner ce phénomène, le projet INACT est lancé par le PSI, Population Service International, en collaboration avec le Programme national de la santé mère-enfant. À travers des activités de communication interpersonnelle, vraiment informer les jeunes, premièrement, sur c'est quoi la contraception, comment l'utiliser correctement, quels sont les bénéfices de l'utilisation de contraception moderne. Créer des plateformes au niveau des réseaux sociaux pour partager les informations sur l'éducation sexuelle complète des adolescents et jeunes. Aussi informer les jeunes sur où trouver les méthodes de contraception, où trouver les prestataires de services pour avoir les informations vraies et aussi mettre des informations dynamiques sur les réseaux sociaux, des pages Facebook et autres pour que les jeunes puissent avoir accès à ces informations à tout moment et poser des questions éventuelles. Ce projet bénéficie du soutien du gouvernement néerlandais qui apporte un financement de 3,5 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs CFA pour la période 2017-2020. Cet appui financier va améliorer la santé sexuelle et reproductive des filles de 15 à 24 ans. Une campagne de communication est prévue en vue de sensibiliser les jeunes sur l'utilisation correcte des méthodes contraceptives modernes à travers les réseaux sociaux. À Sakassou, dans la région centre du pays, la jeunesse se sensibilisait à la lutte contre l'exode rural. Le projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire les encourage à l'agriculture maraîchère. Récolte collective d'aubergines et de piments. Repiquage de plants de tomates et des piments en pleine saison sèche. Activité des membres de l'association des jeunes du village d'Alouboti pour la production de vivriers de contre-saison. On n'a pas eu ce qu'on attendait parce qu'en ce moment-là, il y avait un abondance sur le marché. Le prix est parti de 25 à 50 francs le kilo. Mais dans ces temps-ci, je sais que ça va marcher. Composée de 80 personnes, dont 90% de femmes, cette association a décidé de s'orienter vers le maraîcher pour mettre fin à l'exode rural. Ces jeunes ont accepté de venir travailler. Ça permet à ces jeunes de pouvoir rester au village pour éviter qu'on appelle l'exode rural. Ça nous a motivés de rester au village, je ne vais plus en exode rural. Depuis 6 mois, cette organisation a bénéficié du PAR-FACI, projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire. Projet financé par le C2D, contrat de désendettement et de développement. Il fallait suffisamment approvisionner les marchés, de sorte que les denrées alimentaires ne connaissent pas de rupture sur les différents marchés. Donc, à travers ce projet, il y a des périmètres qui ont été aménagés avec un système d'irrigation goutte à goutte. Si le projet est bien accueilli, la commercialisation de la production reste une difficulté majeure. On n'arrive pas à vendre normalement nos produits parce que notre piste là est très mauvaise. Quand on s'est envoyé les acheteurs, on a dit que la route est mauvaise, donc arriver ici diminue le prix des produits. La difficulté, c'est que le projet est bienvenu, mais il y a le problème de ce qu'on appelle l'irrigation qui pose un peu de problème. C'est que les tuyauteries, l'eau n'arrive pas sur toute la superficie.
Et ça demande à ce qu'ils arrosent aussi de temps en temps avec, à la main. Prévu pour s'achever fin mars 2018, les jeunes d'Alouboti comptent poursuivre le projet pour la culture intensive des vivriers et surtout lutter contre l'exode des jeunes vers les villes. C'est le projet qui prend fin, mais ce n'est pas ce qu'on appelle la terre est là. Donc nous allons nous organiser pour continuer le travail et faire venir encore d'autres jeunes qui sont encore en vie, qui ne font rien. La commercialisation et le mauvais état des pistes villageoises ne sont pas les seules difficultés qui plombent la volonté de ces jeunes de s'établir au village et contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Une formation sur les nouvelles techniques culturelles s'impose à ces jeunes. On faisait le point avec Soro Corona et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Save Children suspend ses activités en Afghanistan. Décision prise après l'attentat perpétré aujourd'hui par le groupe État islamique. Au moins 2 personnes ont été tuées dans cette attaque contre le siège de l'organisation non gouvernementale britannique. On dénombre également 14 blessés. En France, 23 départements en vigilance orange, principalement dans les régions nord et est du pays. Des fleuves et cours d'eau continuent à monter. Enfin, 24 janvier 1924, Chamonix, en France, accueille les tout premiers Jeux olympiques d'hiver. Le Comité international olympique a en effet donné son aval à la tenue de cet événement. La compétition se déroule du 24 janvier au 5 février 1924. Le point avec Zelika Eoura et Thomas Guessambi. Ni flamme ni vasque olympique. Lorsque Gaston Vidal, sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique, proclame l'ouverture des Jeux de Chamonix le 24 février 1924, il prend bien garde de ne pas prononcer le mot olympique. Sous la pression des pays scandinaves, soucieux de protéger leurs Jeux nordiques, il lui a été demandé de ne pas parler de Jeux olympiques. Officiellement, il s'agit d'une semaine internationale du sport d'hiver à l'occasion des Jeux olympiques de Paris. Les pays nordiques voient en effet d'un mauvais œil l'arrivée de cette nouvelle manifestation de peur que leur compétition locale ne soit dévalorisée. Il faudra attendre le 27 mai 1925 pour que le CIO rebaptise rétroactivement cette semaine de Chamonix comme les premiers Jeux d'hiver. La compétition rassemble 258 athlètes de 16 pays qui disputent un total de 16 épreuves dans 6 sports différents. Au total, 43 médailles sont décernées devant près de 33 000 spectateurs. Mais la fête aurait bien pu ne pas avoir lieu. 8 mois avant le début des épreuves, rien n'est encore construit. La météo est capricieuse et d'importantes chutes de neige empêchent le bon déroulement des travaux. L'armée intervient pour déneiger. À Chamonix, les pays nordiques effectuent une véritable razzia. Avec seulement 16 athlètes, la Norvège prend la première place du classement des nations avec 17 médailles. 4 or, 7 argent et 6 bronzes. Loin devant la Finlande, 10 médailles et l'Autriche, 3 médailles. Forte de 46 athlètes, la France, la plus importante délégation, ne glanera, elle, que 3 médailles de bronze. Qu'importe, les premiers Jeux d'hiver sont une réussite. Quand Pierre de Coubertin délivre publiquement un satisfecit lors de la cérémonie de clôture, ces premiers Jeux olympiques d'hiver, qui n'osaient pas encore dire leur nom, ont été un succès. Ils ont été suivis par plus de 10 000 spectateurs. C'est donc fort logiquement que la Semaine internationale des sports d'hiver de Chamonix recevra l'année suivante le label mérité de premiers Jeux olympiques d'hiver de l'histoire. Très bonne soirée à tous et merci d'avoir suivi cette édition en ma compagnie.